Le docteur Huber a confirmé que ces conclusions correspondaient à des sévices, des abus sexuels sur mineurs et de la torture. Le couple d'Arizona accusé d'avoir torturé ses 3 jeunes enfants, allant jusqu'à tuer une fillette de 10 ans selon les procureurs, a plaidé. Et cela fait suite à une audience préliminaire de plusieurs heures au cours de laquelle le couple a dû s'asseoir et écouter ces accusations horribles portées contre eux. Nous avons rassemblé certains des moments les plus importants du tribunal alors que l'État cherche désormais à obtenir justice pour un enfant très vulnérable. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. L'enfance, c'est censé être amusant. On se découvre, on explore, on profite de ses proches et on s'amuse. Selon les procureurs de l'Arizona, les dernières années d'enfance de Rebecca Baptiste, 10 ans étaient un cauchemar. Et ce cauchemar a pris fin à la fin du mois de juillet. Les ambulanciers l'ont alors trouvée inconsciente près d'une voiture sur l'autoroute. Cela s'est produit devant ses 2 petits frères dans la voiture. Depuis combien de temps est-elle inconsciente? Nous ne savons pas. Elle s'est enfuie et ils l'ont retrouvée dans la terre. Pour être clair, Rebecca était couverte de bleu et des raflures et elle était déshydratée. Transportée en urgence dans plusieurs centres de traumatologie, elle est décédée quelques jours après l'enregistrement de ces images de la caméra corporelle. Nous devons parler de son père biologique, Richard Baptiste, et de sa compagne de longue date, Anicia Woods, les principaux acteurs dans cette affaire. Pourquoi ? Ils ont indiqué au secours avoir récemment quitté Phoenix pour s'installer dans une zone très rurale du comté d'Apache où ils vivaient dans une yourte. C'est essentiellement une cabane d'une seule pièce. Et ils ont affirmé que Rebecca avait l'habitude de fuguer et que lorsqu'elle s'est enfuie ce jour-là, un voisin l'a trouvée dans un fossé de drainage et l'a ramenée à la yourte sur Nate Télévision. Sans réseau mobile et sans savoir où aller, que font-ils finalement ? Ils affirment qu'ils sont partis en voiture et ont appelé le 911 en chemin. Bien que je doive vous dire que l'inquiétude pour cette petite fille semblait manquer quand on écoute cet appel au 911 avec le standard. Savez-vous comment appeler une personne noire ? Ah oui, Oui, malheureusement. Portes-tu ce fardeau psychique? Tu l'attends dehors? Je suis prête pour eux parce que j'essaye de reprendre mon souffle. Maintenant, Baptiste et Woods font face à des accusations très graves. Meurtre au 1er degré, maltraitance d'enfants, attouchement sur mineurs. Et les procureurs pensent que le couple a non seulement maltraité Rebecca, mais aussi ses jeunes frères, désignés comme KB1 et KB2. Ceci apparaît dans les documents judiciaires et aux audiences en personne. Le 4 septembre, une audience préliminaire a eu lieu. Cela vise à établir s'il y avait assez de preuves pour poursuivre l'affaire. Les procureurs avaient aussi présenté une requête de jonction. C'est essentiellement la combinaison des affaires Baptiste et Woods, n'est-ce pas, en un seul procès. C'est le premier point abordé par le juge. Je suis au courant de la requête de jonction, je crois, déposée par l'État le 25. Je suis également au courant que M. Brewer a déposé la réponse et l'objection auquel M. Lee s'est joint au nom de leur client. Je ne suis pas prêt à statuer là-dessus aujourd'hui. Je suis prêt à poursuivre en tenant les 2 audiences en même temps. À cette fin, je rendrai bien sûr une décision sur la requête de jonction en temps voulu afin de pouvoir le faire. Je pense que les questions liées au procès sont bien sûr les plus urgentes et importantes ici, mais heureusement, nous n'avons pas à les traiter aujourd'hui. Mais je tiens à informer toutes les parties que si je rends une décision concernant l'admission de preuves ou de témoins, la capacité de témoigner, etc., cette décision s'appliquera. Cette admission s'appliquera aux 2 affaires uniquement pour les besoins de l'audience préliminaire d'aujourd'hui. Maintenant, afin d'accélérer la procédure, les procureurs ont appelé un seul témoin lors de cette audience, l'agent principal chargé de l'affaire, Cole Soderquist. Il a témoigné à la barre pendant près de 3 heures. Il parlait de tout ce qui a été trouvé dans cette yourte aux enfants, n'est-ce pas, et de ce qu'ils avaient à dire sur ce qu'était la vie là-bas. Les forces de l'ordre ont-elles parlé aux voisins dans toute la zone du ranch? Oui, ils l'ont fait. Et a-t-il été déterminé qu'ils seraient prêts à témoigner lors du procès? Oui. Êtes-vous allé à Phoenix à un moment donné pour travailler sur cette enquête? Oui, j'y suis allé. À Phoenix, quel lieu avez-vous visité? Je suis allé à l'hôpital pour enfants de Phoenix. Je suis allé à l'école Empower College Prep. Je suis allé à l'immeuble où ils vivaient. J'ai assisté à l'autopsie. J'ai assisté aux funérailles. Et c'est tout pour Phoenix.
Et lorsque vous avez parlé aux différents enseignants et à l'administration d'Empower Prep, leur avez-vous parlé de la possibilité de témoigner au procès? Oui, Et ont-ils indiqué qu'ils le feraient? oui, ils l'ont fait. Et qu'en est-il des voisins de l'immeuble où ils vivaient juste avant de déménager ici? Oui, Étaient-ils prêts à témoigner? oui, non, ils le sont. Vous avez parlé de plusieurs établissements médicaux. Il y a Phoenix Children's ainsi que Little Colorado. Comprenez-vous que si des assignations étaient remises à un professionnel de santé impliqué, il viendrait témoigner au procès? Oui, ils le feraient. Vous savez, nous suivons cette histoire depuis le tout début et nous pouvons le faire grâce au soutien incroyable que nous recevons de notre sponsor Morgan & Morgan. C'est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures aux États-Unis avec plus de 1000 avocats. Leur taille provient de leurs nombreux succès. Ils ont récupéré plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Pensez-y. Ces derniers mois, un client en Floride a touché 12 millions de dollars, alors qu'en Pennsylvanie, la compagnie d'assurance n'avait proposé que 350 000 dollars. Un client a reçu 26 millions de dollars, soit 40 fois plus que l'offre de l'assureur à 650 000 dollars. Un autre client, en Pennsylvanie, a obtenu 29 millions de dollars après une offre initiale de 500 000 dollars. Même si vous pensez que votre dossier ne vaut pas des millions, pourquoi ne pas déposer une réclamation et vous battre? Vous méritez Morgan & Morgan. Ils simplifient tout. Déposez une réclamation sur votre téléphone en 8 clics. Donc, si vous êtes blessé, vous pouvez facilement déposer une réclamation sur fortpeople.com/LC en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le code QR à l'écran. Et le député Söderqvist a décrit quelles étaient les conditions dans cette yourte. C'était très isolé, même vis-à-vis de ses voisins. Et il a été confirmé que ce bâtiment primitif n'avait ni électricité ni eau courante. Pouvez-vous décrire brièvement pour le tribunal les conditions dans lesquelles se trouvait la yourte au moment où vous l'avez vue? Oui, donc au moment où nous avons exécuté le mandat de perquisition, lorsque nous sommes entrés dans la yourte, elle était couverte de vêtements et des déchets et des excréments d'animaux jonchèrent le sol. Et en ce qui concerne la taille, pouvez-vous donner une estimation approximative? Peut-être 20 par 20. Et il y avait d'autres bâtiments autour? Oui, il y en avait. Est-ce que cela était utilisé, d'après ce que vous pouviez dire? À part la salle de bain, non. Et donc, en regardant autour de vous, vous souvenez-vous de la situation de la literie? Oui, je m'en souviens. Comment était la situation de la literie? Il y avait un matelas queen size du côté sud. Il y avait un matelas gonflable du côté nord et un coussin de balançoire posé par terre à côté du lit queen size. Et d'après l'enquête, les déclarations incluent celles des enfants. Avez-vous compris la disposition de la literie? Oui, j'ai compris. Pouvez-vous décrire cela pour le tribunal? Oui, Richard et Anicia sont restés dans le lit queen size du côté sud. KB1 et KB2 sont restés du côté nord sur le matelas gonflable et RB a dormi sur le coussin de chaise posé par terre. Maintenant, le procureur a aussi demandé à l'enquêteur principal de parler de l'état dans lequel se trouvait Rebecca lorsqu'elle était sur le bord de la route. Au fait, on l'appelle RB et il a aussi été question de cet appel au 911. Je souhaite évoquer l'implication des professionnels de santé. Y a-t-il eu des appels au 911? Oui, il y en a eu. Et d'après ces informations, avez-vous examiné ou résumé ou vu le résumé des appels au 911? Oui, mais je l'ai fait. Avez-vous été particulièrement marqué par les appels au 911 concernant la défendresse Woods quand on lui a demandé si elle comprenait la réanimation cardio-respiratoire? Oui, c'est exact. Il n'y a aucune probabilité raisonnable que Mademoiselle Woods puisse témoigner. Il s'agit d'une déclaration faite hors du tribunal. C'est du oui-dire. Je ne pense donc pas que ce soit recevable pour mon client. Très bien. Je rejette l'objection et poursuis. Quand on lui a demandé si elle savait faire la réanimation cardio-pulmonaire, quelle a été sa réponse? Oui, malheureusement. D'après ce que vous avez compris de l'enquête, avait-elle une formation médicale? Oui. Et quelle était sa formation médicale? Elle était aide-soignante. Savez-vous ce que signifie aide-soignante? Non, je ne sais pas. Mais c'est une professionnelle de santé, d'une certaine manière. C'était exact. A-t-elle décrit dans son entretien depuis combien de temps elle travaillait? Je crois que oui. Revenons donc à l'agent Williams et à la caméra corporelle que vous avez examinée. Avez-vous également examiné son rapport complémentaire? Oui, je l'ai fait.
Et donc, lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, pouvez-vous décrire ce qu'elle a dit? Comment était Herbie? Quel était son état? Donc, lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, Herbie était allongé sur le dos, sur le bord de la route. L'officier Williams l'a décrite comme jaune, inconsciente, sans réponse ni pouls, puis a débuté la réanimation cardio-pulmonaire. Et a-t-elle fait des observations dans son rapport complémentaire sur l'état physique d'Herbie, sur son corps? Oui. Pouvez-vous décrire cela? Elle était gravement déshydratée et mal nourrie. Qu'en est-il des aspects physiques, en termes de choses spécifiques sur son corps? Elle avait des ecchymoses, des lèvres très sèches et le teint jaunâtre sur tout le corps. L'État a présenté 95 pièces à conviction à l'audience, ce que les avocats de la défense jugeaient excessif. Le juge l'a tout de même autorisé. Et même si elles n'ont pas été montrées publiquement, les personnes présentes dans la salle d'audience ont pu voir les images admises comme preuve des blessures absolument horribles de Rebecca. D'après Fox, 10 Phoenix, les grands-parents maternels de Rebecca, étaient en présent dans la galerie. Ils ont dû entendre tout cela. Et selon les rapports, ils étaient moins dévastés par ce qui était montré et ce qui était dit. La sergente Rona m'avait contacté et m'avait dit qu'elle avait des ecchymoses de la tête aux pieds. Elle avait des blessures au niveau de son vagin et de son anus. Ses ongles d'orteil étaient abîmés ou manquants et elle avait des marques de brûlure dans le dos, semblant dues à des cigarettes. Quelles informations ont été fournies par Little Colorado au comté d'Apache concernant spécifiquement sa déshydratation? Qu'elle était tellement déshydratée qu'elle ne serait pas capable de marcher par ses propres moyens. Et concernant sa tête, quelles ont été les premières informations fournies? Il lui manquait de grandes touffes de cheveux sur la tête. Nous avons aussi eu plus d'informations sur l'état de Rebecca pendant son transfert en urgence vers plusieurs centres de traumatologie. Elle a été transférée par avion à l'hôpital pour enfants de Phoenix. Y a-t-il eu un changement entre le moment où elle était inconsciente et sans pouls au bord de la route et son arrivée à Little Colorado? Oui. Et qu'est-ce que c'était? Qu'elle était en mort cérébrale. Donc elle était en mort cérébrale. Avait-elle un pouls? Elle n'en avait pas. A-t-elle eu un pouls à un moment? Oui, c'est ça, quand elle est montée dans l'ambulance. Elle avait un pouls en montant dans l'ambulance, garée au bord de la route. Oui. Donc elle va à Little Colorado, puis à Phoenix Children. Donc on est toujours autour du 27 juillet jusqu'à... Le 28? Oui. Et d'après votre enquête, que s'est-il passé à la fin de l'enquête, lors de sa présence à l'hôpital pour enfants de Phoenix? Herbie était décédé. Comme je l'ai mentionné, Baptiste et Woods ne sont pas seulement accusés d'avoir été abusifs envers Rebecca, mais aussi envers les autres enfants. N'est-ce pas? Ses petits frères, qui ont maintenant 6 et 8 ans. Les dossiers indiquent que lorsque la famille vivait à Phoenix, des responsables scolaires avaient signalé des propos préoccupants tenus par les 3 enfants, laissant entendre qu'ils pourraient être de vivre dans un environnement dangereux. Empower College Prep indique que sur une douzaine de signalements au département de la protection de l'enfance, seul un a mené à une enquête selon le département de la protection de l'enfance. Quand la famille a emménagé dans cette yourte isolée, retirant les enfants de l'école, le département de la protection de l'enfance a perdu leurs traces. Alors, le procureur a demandé à ce adjoint, l'adjoint Soderquist, de revenir sur certaines des déclarations glaçantes que ses enfants ont faites. Donc, en ce qui concerne novembre 2023, de quel enfant ce rapport parlait-il en détail? Et pour KB, quel rapport? Il est arrivé à l'école avec des griffures sur le cou. Et les informations qu'il a données à l'enseignante? Sa mère l'a fait car il n'avait pas rangé. Quelque chose s'est-il passé après qu'il l'ait dit à son enseignante? Oui, lui, le lendemain, il est revenu sur sa déclaration et a dit que c'était un accident. La taille des égratignures a-t-elle été décrite? Elle faisait environ 5 cm de long. Je vais donc vous demander de regarder le 10 février 2024. Pour le compte-rendu, c'était KB, en novembre 2023. Il avait 6 ans. Oui. Donc, le 10 février 2024, de qui parlait le rapport avec Empower ce jour-là? Quel enfant? KB1 aussi. Quel était le problème? Il était encore venu à l'école avec des griffures au cou. A-t-il eu une indication sur la raison pour laquelle il avait des marques de griffures sur le cou? Il a dit qu'il avait eu des ennuis et que c'est sa mère qui lui avait fait ça.
Après avoir dit qu'il avait eu des ennuis et que sa mère lui avait fait ça, a-t-il ajouté autre chose? Non, il ne l'a pas fait. Je vous dirige vers le 13 septembre 2024. Pouvez-vous nous dire de quel enfant il s'agissait dans ce rapport? Également KB. Et pouvez-vous décrire ce qu'était Kebi, quel était le problème? Il avait aussi des marques de griffures sur le cou et il a expliqué que c'est sa mère qui les avait faites parce qu'il se comportait mal à la maison. Et après avoir expliqué que c'est sa mère qui avait fait ça parce qu'il se comportait mal à la maison, a-t-il ajouté quelque chose ou changé son histoire? Il a dit qu'il avait mal à la tête et qu'il devait aller à l'infirmerie. Est-ce qu'il est revenu le lendemain? Oui, il est revenu. Quand il est revenu le lendemain, qu'a-t-il dit qu'il s'était passé? Il a dit « Ce n'est rien, Anicia n'y est pour rien. Je suis juste tombé et me suis cogné la tête. » Y a-t-il eu un suivi de la département de la protection de l'enfance concernant cet incident avec KB, impliquant une discussion avec RB? Ont-ils parlé à RB après l'incident? Je ne sais pas. En général, je vérifie quelques dates et j'en ai 2 autres pour vous. Y en a-t-il eu d'autres que celles déjà évoquées? Oui, il y en avait. Donc, en regardant le 29 octobre 2024, pouvez-vous me dire quel enfant était concerné par ce rapport? C'était RB. Avait-elle 9 ans à ce moment? Oui, elle l'était. Et quelle était la plainte? Que ses chevilles étaient rouges et qu'elle lui faisait mal. Quand elle s'est plainte, a-t-elle expliqué pourquoi ses chevilles étaient rouges et douloureuses? Oui, elle a dit que ses parents lui faisaient faire des tours de piste à l'extérieur de l'immeuble. A-t-elle décrit quand ses parents lui faisaient faire des tours de piste dans la résidence? Régulièrement tout au long de la journée. A-t-elle informé l'enseignante qu'elle rentrerait chez elle après l'école? Oui, elle a dit ne pas vouloir rentrer chez elle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle? C'est exact. Et d'après votre enquête auprès des enseignants, à quelle fréquence disait-elle cela? Assez fréquemment. Plus tard, lorsqu'il lui demande au sujet de sa sœur et s'il est au courant qu'elle a été maltraitée, que dit-elle? Que dit-il à propos de sa sœur? Quand elle court dans le désert, chaque fois qu'elle est punie, on lui a dit qu'il n'a pas le droit de parler de ce qui lui arrive. Maintenant, il y a aussi un autre aspect ici. Donc, les avocats de Baptiste et Woods ont également eu l'occasion d'interroger le député Soderquist. Et l'avocat de Baptiste, Benjamin Brewer, est passé en premier et il a cuisiné le député sur la cause du décès, quelque chose qui n'avait pas encore de réponse définitive. Et cela parce que le rapport d'autopsie n'avait pas encore été soumis. Quelle aurait été la conclusion du médecin concernant la cause du décès, la cause de sa situation là où elle se trouvait? Nous n'avons pas le rapport d'autopsie pour l'instant. Je ne sais pas. Y avait-il une indication de traumatisme crânien par objet contondant? Oui. Avez-vous trouvé quelque chose lors de votre enquête qui vous a permis de déterminer ou de montrer qu'il y avait des abus ou un contact d'objet sur sa tête? Y a-t-il déjà eu une allégation ou un aveu à ce sujet? Je ne sais pas pour l'admission, mais d'après les photos et ses blessures à la tête, oui. Êtes-vous d'accord? Ces blessures montrent que les cheveux ont été arrachés du cuir chevelu, n'est-ce pas? Oui. Et cela serait cohérent avec ce que vous avez trouvé dans la corbeille des cheveux qui ressemblaient à ceux de RB et qui étaient attachés à une brosse. Oui. Il y a aussi eu des déclarations qui ont été faites. Il y avait, vous savez, je crois, dans l'enquête, n'est-il pas exact que Mademoiselle Woods a indiqué qu'elle aurait pu s'arracher les cheveux avec une brosse en essayant de démêler les nœuds? Oui. Y avait-il des enfoncements ou d'autres blessures évidentes à la tête en dehors de cela? Non. Est-ce que quelqu'un du corps médical vous a déjà dit que la cause du décès était liée à l'utilisation de la ceinture sur RB? Pas que je me souvienne. Et est-ce que, physiquement parlant, la seule accusation portée contre M. Baptiste était qu'il avait utilisé une ceinture? Je le crois, oui.
Y a-t-il jamais eu une indication ou quelque chose qui suggérerait qu'il a utilisé la boucle de la ceinture plutôt que l'autre côté de la ceinture? Je ne m'en souviens pas. Selon votre expérience dans les forces de l'ordre ou personnel, il arrivait souvent, peut-être moins aujourd'hui, qu'une ceinture soit utilisée comme forme. De punition corporelle parfois. C'est bien ça? Parfois. Parlons un peu. Parlons un peu plus de la discipline. Vous avez indiqué qu'il y avait, ils ont indiqué qu'il semblait avoir été discipliné de manière peut-être unique, où il devait courir ou faire la planche. S'agit-il d'un exercice de musculation? Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, je suppose. Et toi, est-ce que tu t'inquiètes de courir parce que c'est une forme de punition? Ou, je veux dire, si c'était dans le contexte d'entraîner l'enfant à devenir footballeur, est-ce que ça t'inquiéterait autant? Ou est-ce que c'est parce que c'est une forme de discipline, le fait de faire courir leur enfant, qui t'inquiète? C'était la discipline et les plaintes des enfants. Mais s'il était là dehors à vouloir qu'elle soit la meilleure athlète et qu'il la faisait courir, tu n'aurais aucun problème avec ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est vraiment troublant parce que le shérif adjoint a indiqué qu'ils avaient constaté non seulement des blessures aux parties génitales de Rebecca, mais aussi à celles des garçons. L'avocat de Baptiste a néanmoins contesté que ces blessures justifient une accusation d'attentat à la pudeur. Est-ce que quelqu'un des enfants Apu et RB avant sa mort, ainsi que KB1 et KB2 ont-ils déjà indiqué ou fait une allégation de nature sexuelle concernant M. Baptiste? Pas à ma connaissance. Et KB1 et KB2 ont bien suivi au moins un entretien médico-légal, c'est bien ça? Oui. Ont-ils eu un entretien médico-légal séparé? Pas encore. Est-ce que ça va avoir lieu? À un moment donné, lors de cet entretien médico-légal, ont-ils mentionné avoir été touchés de façon inappropriée et sexuelle par M. Baptiste? je ne me souviens pas. Vous seriez d'accord avec moi. C'est assez important lorsqu'on porte des accusations contre mes clients. Objection, spéculation. Objection retenue. Donc vous êtes l'officier chargé de l'affaire? Oui. Et l'une des accusations est l'attentat à la pudeur sur un enfant. Vous en êtes conscient? Oui. Et cela concernerait KB2? Oui. Et vous n'êtes pas au courant des déclarations qu'il a faites concernant tout ce qui concerne des choses sexuelles qui se passent? Je dois consulter le rapport pour vous donner les détails. Tous les rapports mentionnés ont été acceptés comme preuve, c'est bien ça? Oui. Et si le tribunal a besoin de les examiner, il le peut. Oui. Brewer a ajouté que, même si son client était accusé de certains abus, la plupart des accusations des enfants visaient leur belle-mère, Anicia Woods. Est-ce que l'un des enfants vous a déjà indiqué que M. Baptiste coiffait les cheveux de RB? Non. En ce qui concerne les allégations faites concernant des abus de la part des enfants au cours de votre enquête, y a-t-il eu plus d'allégations à l'encontre de Mlle Woods ou de M. Baptiste? En ce qui concerne, Le nombre d'accusations portées concernant qui infligeait la punition principale, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. ils avaient dit que cela venait des deux. Ils disaient simplement que c'était Mme Woods qui leur faisait subir le pire. D'accord, mais je dis que dans toute la documentation, les rapports aux écoles, les rapports à qui que ce soit d'autre, n'était-ce pas Mlle Woods qui était le plus souvent mentionnée comme l'agresseur dans ces rapports plutôt que M. Baptiste? Oui. Lors de l'interrogatoire de ce témoin, l'avocat de Woods a demandé comment inculper Woods et Baptiste sans que le rapport d'autopsie final soit publié. Avez-vous une idée d'où ces blessures ont été infligées? Y a-t-il des preuves indiquant où elles ont été infligées, où elle a été blessée, où? Non. Dans le comté de Maricopa, vous avez évoqué plusieurs signalements antérieurs au département de la protection de l'enfance, etc. Ces personnes ne sont dans le comté d'Apache que depuis 3 semaines, n'est-ce pas? Oui. Et donc, beaucoup de choses dont tu nous as parlé se sont passées à Phoenix, comme courir autour de l'immeuble et tout ça, n'est-ce pas? Ce qui a amené dans le comté d'Apache, oui. D'accord, d'accord.
Et en ce qui concerne l'absence du rapport d'autopsie, on ne sait tout simplement pas pourquoi elle est morte, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Donc vous... Vous n'avez pas de preuves sur la cause de sa mort, n'est-ce pas? Objection. Je vais accepter l'objection. Quelle est la raison pour laquelle vous acceptez cette objection? Et pour l'instant, vous lui demandez de spéculer sur sa localisation ou de répondre alors qu'il dit que le rapport d'autopsie n'est pas encore disponible. Ce serait la preuve. Nous sommes dans une... Monsieur Lee, vous lui avez demandé s'il avait une preuve. Des preuves ont déjà été présentées lors de l'audience d'aujourd'hui concernant la cause du décès. Pas une cause définitive. Quelles preuves et conclusions existent sur la cause du décès? Quelqu'un a-t-il déjà conclu à ce sujet? Je devrais lire les rapports médicaux pour avoir les détails précis. N'ont-ils pas simplement dit que cela correspondait à des mauvais traitements et tout ça? C'est tout ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas tout ce qu'ils ont dit, mais je devrais vérifier. Ont-ils conclu sur la cause du décès? Oui. Pouvez-vous trouver le rapport et nous l'indiquer, s'il vous plaît? Si je peux vérifier, il me faudrait consulter le rapport, oui. D'accord. Avez-vous reçu le rapport? Qu'il a dit et qu'ont-ils dit? Dès que j'aurai le rapport, je pourrai vous le dire. Vous ne vous souvenez pas de ce qu'ils ont dit concernant la cause du décès? Quel médecin? N'importe quel médecin. D'accord, ils n'ont pas donné, ont-ils? Un médecin a-t-il indiqué la cause du décès? Je devrais consulter le rapport. Tu ne peux pas t'en souvenir maintenant. Je me souviens de la nature des blessures qui ont conduit à sa mort. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que si nous ne connaissons pas la cause du décès, comment pouvons-nous savoir qui a fait ce qui a causé sa mort? Je retire la question. Allez-y, monsieur Lee. À part les deux parents, la plainte indique qu'ils y ont chacun participé. Avez-vous des preuves de la participation à la cause du décès, pas seulement des égratignures, des ecchymoses et tout le reste? Avez-vous des preuves sur l'identité du responsable? Hormis leur aveu de l'avoir frappé, ce qui était une force excessive. Affirmez-vous, dans le cadre de la plainte, où vous évoquez des mauvais traitements sur enfants, est-ce que cela inclut une maison en désordre? Est-ce que cela fait partie des mauvais traitements sur enfants? Oui, c'est le cas. Qu'est-ce qui représentait un danger pour les enfants, encore une fois? Des excréments d'animaux jonchent le sol. D'accord. Et le manque d'eau et d'électricité. Maintenant, à la fin de l'audience, le juge a décidé que les affaires pouvaient être renvoyées en procès. Et le 8 septembre, le couple a été mis en accusation et a plaidé non coupable. Et bien sûr, nous continuerons cette affaire horrible et la quête de justice pour Rebecca. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, l'Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme habituelle. Suivez-moi sur X ou Instagram, je suis GC Weber. À la prochaine.